Bonjour Stéphane Peuzet. Bonjour Jean-Philippe. Stéphane Peuzet, auteur dans la Revue française de gestion avec Christelle Théron, vous êtes à Toulouse School of Management tous les deux, d'un papier consacré aux lignes de crête. Vous nous dites finalement il y a quatre lignes de crête qu'il faut saisir, parce qu'une ligne de crête c'est une position délicate entre deux points de vue ou exigences opposées en apparence inconciliables. Sous-entendu, l'espace de tous les dangers. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces quatre lignes de crête sur lesquelles tentent de marcher ces collectifs d'activistes internes? Oui, avec plaisir. Alors, je voudrais d'abord commencer par rendre à César ce qui est à César, puisque l'expression ligne de crête, elle est employée par ces activistes eux-mêmes, et plus particulièrement par l'association Les Collectifs, qui a identifié que c'était une bonne manière de qualifier finalement leur expérience. Ce que l'on a essayé de faire donc, dans cette étude, qui analyse donc les pratiques de 28 collectifs au travers des sources secondaires qui sont accessibles de façon publique, c'est de regarder quelle est la typologie finalement de ces différentes lignes de crête pour comprendre comment des salariés qui décident spontanément de s'organiser ensemble pour promouvoir les enjeux socio-écologiques au sein de leur entreprise, avec l'ambition de transformer leur entreprise, donc à qui on n'a rien demandé et qui n'ont a priori pas de légitimité a priori pour travailler sur ce sujet, comment est-ce qu'ils arrivent quelque part à transformer l'entreprise, et comment ils le font et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en essayant de le faire. Donc ça prend tout son sens, cette expression, comme vous l'avez dit, avec le danger de ne pas y arriver. Donc comment est-ce que je fais pour y arriver sans être bloqué, mais tout en jouant un rôle qui est très inconfortable, puisqu'ils le font en plus en dehors de leur fonction officielle et en plus de leur travail. Donc ça accumule un certain nombre de contraintes. Un certain nombre. Premier défi, il faut faire exister le collectif dans la durée. Tout à fait. Donc là, l'histoire du collectif, c'est souvent quelques personnes qui s'agrègent et qui commencent à initier des premières actions, et puis ça grossit, et ils arrivent avec un mode de fonctionnement qui est plutôt ouvert, c'est-à-dire chacun amène les idées qu'il a envie d'amener, travaille sur les sujets qu'il a envie de travailler, promeut les actions qu'il a envie de promouvoir. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est un collectif qui est structuré comme un réseau relativement lâche et très égalitaire et horizontal, collaboratif ou participatif. Et plus ce réseau va s'étendre en termes de nombre de membres, plus la difficulté à se coordonner, à pouvoir promouvoir des actions va être compliquée. Donc on va devoir passer à une structuration de ce réseau pour être en capacité de prolonger la durée de vie du collectif tout en continuant à être attractif, tout en continuant à avoir cet aspect collaboratif et participatif. Donc on est sur une première ligne de crête qui concerne ici l'enjeu essentiellement de la relation que vont entretenir entre eux les différents membres du collectif. Il faut ajouter à ça que c'est toujours difficile dans n'importe quelle organisation de réussir à fédérer, à construire une action collective, et on peut distinguer qu'il y a plusieurs cercles finalement au sein de ces collectifs, avec des membres très actifs au centre, qui sont très sollicités et très sollicitants, mais qui peuvent aussi, pour une raison X ou Y, ne plus avoir le temps, changer d'entreprise, etc. Donc il faut aussi prendre en charge les difficultés qui sont ne plus dépendre ou ne pas trop dépendre des membres qui sont les plus actifs, et donc être capable de survivre finalement à ces difficultés, ou pour certains collectifs à survivre au Covid, où tout d'un coup ils ont été basculés dans une autre réalité, mais ils voulaient quand même continuer leurs actions ensemble. Évidemment. Deuxième défi, deuxième ligne de crête pour vous suivre, enrôler au-delà des jeunes cadres. Oui. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui nous a marqué quand on a consulté les profils des salariés qui se déclaraient membres de ces collectifs. On peut considérer que c'est les membres les plus actifs qui portent le nom ou portent la voix de ces collectifs dans de grandes entreprises. Et c'est tous plutôt des cadres jeunes, 35 ans de moyenne d'âge, il y a à peu près une moitié d'ingénieurs, le reste c'est des bac+5, voire des personnes qui ont un doctorat, et qui occupent des postes plutôt du milieu de la ligne hiérarchique. Donc c'est pas des opérationnels, mais c'est pas non plus des membres de la direction stratégique du COMEX. Donc c'est un profil assez particulier finalement. Et on peut considérer, et les études le montrent, l'ADEME le montre dans ses baromètres, que c'est normal que des gens plutôt jeunes, plutôt avec ce type de CSP finalement et de diplôme, sont un peu plus sensibilisés que les autres aux enjeux de l'anthropocène. Et donc ça se retrouve dans l'entreprise. Et de fait, c'est une population particulière qui a moins peur de prendre la parole, peut traduire assez facilement les problématiques dans des enjeux business ou en lien avec les activités de l'entreprise. Donc on peut comprendre que ce soit eux qui portent ce sujet, en tout cas qui sont plus mis en visibilité que d'autres catégories d'acteurs. Troisième ligne de crête, dialoguer entre conflits et compromis. Oui, alors ça c'est quand on veut basculer sur des actions qui ne sont plus au niveau du personnel de l'entreprise, mais qui commence à changer les processus de l'entreprise, il va falloir aller discuter avec les services qui sont en charge de ces processus. Donc la direction de la responsabilité sociale de l'entreprise, par exemple, la direction des systèmes d'information, la direction des ressources humaines, ont des prérogatives spécifiques, et donc on ne peut pas arriver à leur demander de changer tout ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'évidemment, ils percevraient comme des opposants, des critiques, et le dialogue serait compliqué. Donc il faut que ces collectifs, qui encore une fois n'ont pas d'existence légale quelque part, ou statutaire, se constituent comme une partie prenante interne
interne qui a une légitimité à discuter avec ces différents services et à discuter de comment ces services pourraient travailler différemment. Alors avec certains, c'est facile, parce qu'il y a des gens convaincus dans ces services, qui sont parfois même membres des collectifs, et donc ça facilite le dialogue, et le changement des processus s'en trouve plus facile, en tout cas. Quatrième et ligne de crête décisive, maintenir son indépendance. Oui, alors c'est un peu le reflet de ce qu'on vient d'évoquer pour la relation avec les autres services, sauf que cette fois, c'est la relation avec la direction. Elle est un peu plus difficile à établir parce que les canaux pour y parvenir sont pas nécessairement aussi faciles que d'aller taper à la porte d'un service fonctionnel en interne, mais les collectifs vont aller chercher des sponsors en interne pour être en capacité de, là aussi, créer un dialogue. Alors toute la difficulté, là aussi, c'est de réussir à être reconnu comme une partie prenante pour pouvoir avoir un dialogue avec la direction, et un dialogue qui soit entendable pour la direction, pas un dialogue perçu comme étant trop radical, donc on n'écouterait pas, et aussi un dialogue qui soit suffisamment ambitieux pour ne pas être perçu en tant que collectif comme le strict auxiliaire finalement des actions déjà entreprises par l'entreprise. Donc il faut trouver une manière de à la fois parler business et durabilité, dans une logique où on est perçu comme légitime par la direction, mais où on challenge quand même pour essayer d'aller plus loin, par exemple en disant est-ce qu'on continue à travailler pour des grandes entreprises dont l'activité est considérée comme écocide ou pas. Donc question très difficile, évidemment, mais bonne question peut-être pour un certain nombre d'entreprises. Merci à vous, Stéphane. Merci à vous.